Bonjour à tous, on va démarrer cette première table ronde Tech Ready. J'espère que vous avez bien mangé ce matin, que vous avez pris des forces pour cette super journée. On va démarrer avec un sujet intéressant. Doit-on encore recruter des humains ou acheter de meilleures licences Copilot? Nos experts nous donnent leur avis sur l'avenir des juniors à l'ère de l'IA. Et pour ça, j'accueille Jean-François Garot, Engineering Director chez Sphère Nantes et organisateur du DevFest Nantes. Jean-François, je te laisse la main. Parfait, merci beaucoup Marie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette table ronde. Et on a la chance et l'honneur d'accueillir donc 3 personnes donc en la présence de Agathe, Thomas et Olivier. Je vais les laisser se présenter histoire de pas non plus paraphraser trop. Cette table ronde va être décomposée en 4 thématiques qu'on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant. Donc on va y aborder des aspects comme la formation, le recrutement, les compétences et les usages de l'IA pour les juniors. Et on terminera bien entendu par une phase de projection. Je ne suis pas convaincu qu'on ait forcément le temps de gérer des questions, mais c'est pas grave. On se tiendra à votre disposition à la fin de cette table ronde pour ça. Donc sans plus attendre, je vais les laisser se présenter, et puis nous on va pouvoir attaquer. Agathe, dis-nous un petit peu qui t'es, ce que tu fais. Donc bonjour, Agathe Ravilli, je travaille chez France Travail et je suis responsable de la plateforme Data et IA. Et donc on met à disposition les capacités techniques pour créer des produits data et des produits d'IA à tous les développeurs de l'entreprise France Travail. Super. Thomas, vas-y, tu peux te présenter. Oui, Thomas Ledoux, enseignant-chercheur, professeur d'informatique dans une école d'ingénieurs qui s'appelle IMT Atlantique, née de la fusion des mines de Nantes et de Télécom Bretagne. Je suis ancien responsable de formation, une formation par apprentissage en ingénierie logicielle, et je suis actuellement responsable d'un groupe de réflexion avec l'Université de Nantes, Centrale Nantes et des partenaires industriels ou des associations du numérique autour de la formation informatique. Voilà. Et donc pour terminer, Olivier. Et oui, donc je suis Olivier Pierre, directeur pédagogique d'ENI École. Alors j'ai parcouru beaucoup de postes dans ma vie, souvent DSI, et je viens tout récemment de rejoindre la France puisque j'étais à l'étranger et j'ai touché du doigt l'IA industrielle qui existe depuis très longtemps. Et donc voilà, ravi de partager cette table ronde. Ok, donc merci à tous les 3. Donc sans plus attendre, on va attaquer avec la première question concernant la formation. Comment on évalue aujourd'hui, en 2026, les compétences des étudiants et donc plus généralement des juniors? Je ne sais pas qui a envie de commencer. Alors c'est une bonne question, c'est plutôt difficile puisqu'effectivement les examens de type asynchrone n'ont plus tellement de sens, c'est-à-dire demander à finir un TP qui sera noté à la maison. Donc il faut de plus en plus faire des exercices un peu à l'ancienne, des devoirs sur table, des QCM qui peuvent être après relus par un lecteur optique, mais qu'on fait en temps réel. Donc ça pose aussi le problème effectivement de dégager des heures pour pouvoir faire ça, plutôt que de transmettre la connaissance. Voilà. Et bon, par contre, ce qui reste le plus sympa, c'est plutôt faire des projets de groupe qui sur des sujets différents, où chacun va un petit peu aller chercher ses compétences et avec des euros à la fin pour voir si voilà, les compétences sont bien acquises. Du coup, on revient sur des devoirs sur table plus classiques comme avant, quoi. Un petit peu. Alors effectivement, nous, à l'ENI, on a vécu un petit peu l'arrivée de l'IA et de l'IA générative, notamment pour le code, qui a posé effectivement cette question qui est très pertinente sur l'évaluation en cours de formation, en tout cas. Alors, l'IA, effectivement, peut générer, en asynchrone, peut générer du texte et effectivement des rendus qui ne sont pas propres à l'élève. Là où l'IA peut aussi corriger en synchrone sur des évaluations passées justement avec des outillages où derrière c'est une IA qui répond et on peut interagir et évaluer des compétences. Et ça, l'IA sait très bien le faire pourvu qu'on ait développé les outils qui font sens. Et effectivement, je te rejoins, le côté mise en situation professionnelle et projet interne à un cursus pour là justement évaluer les compétences réelles. Là, ça devient de plus en plus pertinent, en tout cas pour les étudiants et les étudiantes. C'est vrai que moi aussi je te rejoins, c'est-à-dire que l'IA peut être vue comme un allié pour générer automatiquement des QCM formatifs. Donc régulièrement, ça donne du boulot en moins pour le prof, puisqu'ils sont générés pour lui. Ça peut aider pour la correction. Et puis il ne faut pas oublier que finalement, on peut après challenger les élèves sur des choses qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire une prise de recul, évaluer des capacités sur des rapports d'étonnement, des choses comme ça. Très bien. Et toi, Agathe ?
Nous, ce qu'on va attendre d'une école dans leur apprentissage, c'est de quand même continuer à apprendre les fondamentaux. Donc effectivement, peut-être avec des devoirs sur table pour pas que ça soit fait par de l'IA, pour vraiment axer sur quand même comprendre l'algorithmie. Et après, c'est vraiment d'avoir l'esprit critique et d'aller vers des soft skills, on va dire, sur l'esprit critique, la curiosité, et d'avoir des élèves qui vont challenger en fait ce que fait l'IA. Donc on attend vraiment ces apprentissages quand même de base. Oui, ok, je comprends. Et du coup, donc deuxième question par rapport à ça, on parlait justement du regard critique, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui dans les écoles ou dans le fait d'aborder justement les juniors sur les amener à développer ce regard critique? Est-ce que vous travaillez ça un petit peu? Effectivement, on leur dit que la vérité, finalement, elle n'est plus dans le code, elle est dans les spécifications. Enfin, voilà, donc on essaie d'élever le débat, faire des cours autour de la conduite du changement, des choses comme ça aussi, donc plus transverses pour développer effectivement des choses. Mais moi, je voulais revenir quand même sur les fondamentaux de l'algorithmie, des structures de données qui sont indispensables à connaître. Donc je pense que notre rôle enseignant, c'est pour les premières années d'études, en tout cas du cursus, c'est effectivement d'insister sur ces fondamentaux-là, parce qu'on ne peut pas laisser les élèves dans la nature et ne pas développer leur esprit critique. Il faut qu'ils comprennent un peu les bases, quoi. Si je fais une analogie avec la voiture, il faut aujourd'hui qu'ils comprennent un peu comment marche un moteur. Mais en même temps, maintenant, on doit leur apprendre à conduire aussi cette voiture-là. Bon, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Mais je veux dire par là que finalement, on doit rajouter aussi des cours sur l'IA, les outils d'IA, MCP, tous ces trucs-là. Donc il y a beaucoup de choses à aborder sur un cursus qui est de la même durée, avec des évaluations maintenant qui sont plutôt en temps réel. Donc c'est un petit peu difficile. Effectivement, il y a tout l'enseignement au travers de comment je construis un produit d'IA aussi. Ce n'est pas comment j'utilise l'IA, mais c'est aussi comment je construis, fabrique un produit d'IA. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'IA, en fait, remplace un peu les tâches qu'on donnait aux stagiaires, les tâches qu'on donnait aux jeunes, aux juniors qui arrivaient dans une entreprise. Et en revanche, on a besoin de seniors. On a de plus en plus besoin de seniors. Donc là, il y a un trou. Comment on fait pour que les juniors d'aujourd'hui deviennent les seniors de demain, alors que les tâches qu'on leur donnait avant-hier, hier, sont faites par l'IA. Et donc tout ça, c'est un enjeu collectif, que ce soit par les formations, par les organismes de formation et les entreprises. Je pense qu'il y a un enjeu pour tout le monde et tout le monde doit participer. Alors effectivement, on voit avec l'arrivée de l'IA, c'est un petit peu comme j'en parlais tout à l'heure avec une participante, c'est un peu comme l'arrivée du train en 1804, je crois, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est palefrenier ou quand on est maréchal ferrant, le train arrive pour le fret, pour le transport de voyageurs, etc. On a cette stupéfaction avec que vais-je faire moi en tant que, alors aujourd'hui développeur ou développeuse, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui face à ça? Et derrière, il y a des nouveaux métiers. L'arrivée du train, le cheminot et l'entretien des voies ferrées, etc. Donc il y a énormément de nouveaux métiers qui arrivent et c'est tout l'enjeu des organismes de formation, justement, de se dire ok, on est stupéfait par une arrivée d'une rupture technologique telle qu'on l'a vécue, donc le train, l'automobile, Internet, etc. Et du coup, on va donc cartographier un petit peu les différents skills qui sont nécessaires. Alors, on parle de data engineering, data science, cybersécurité, etc., qui sont des vrais enjeux de l'IT d'aujourd'hui. Et comment construire une IA avec notamment des enjeux en tout cas, qu'il y a quelques années encore, on n'avait pas du tout, comme l'enjeu de la souveraineté nationale, puisqu'on était soumis au soft power américain. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu européen et national. Et donc, effectivement, l'organisme de formation en tant que tel, il a un enjeu fondamental et phénoménal dans l'accompagnement de cette rupture technologique pour apporter les skills nécessaires pour justement ces palefreniers et ces maréchals ferrants sur des nouveaux métiers, pourvu qu'ils le veulent, puisqu'effectivement, on trouvera très certainement des développeurs ou des développeuses à l'ancienne et le code généré deviendra du code qu'on pourra accrocher au tableau, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis beaucoup par rapport à ça, c'est qu'en fait, on va enfin devenir des vrais ingénieurs. Et donc, du coup, les écoles vont nous former à être des vrais ingénieurs. Je prends souvent mon exemple où je suis sorti d'une école d'ingé à Nantes et dans le développement informatique. Et moi, je faisais du code. Là où j'avais un copain à moi qui était dans la partie thermique et énergique. Et lui, il concevait des systèmes thermiques pour les moteurs d'Airbus. Ce qui n'avait strictement rien à voir en termes d'ingénierie, quoi. Et donc, c'est là où je pense que justement il y a une évolution dans ce que vous êtes en train de dire, dans l'approche, pour que finalement l'IA amène enfin la vraie ingénierie dans notre métier d'informatique, quoi. Alors, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, je pense que c'est très positif. Effectivement, on avait l'habitude, enfin, il y en a qui vont me maudire dans la salle, mais de former des développeurs seulement. Maintenant, on va être obligé vraiment de monter en abstraction, en conception, donc on va insister sur les aspects architecturaux, donc à la fois les stacks techniques, mais à la fois les architectures au niveau urbanisation des SI. Donc ça va être des nouveaux cours pour qu'effectivement, ils aient vraiment un rôle d'ingénieur. Donc ça, c'est vachement intéressant finalement. Alors, je reviens juste avec la conférence d'Alex tout à l'heure. Elle est vraiment très pertinente parce que c'est là qu'on voit le déplacement effectivement des skills attendus pour un développeur ou une développeuse. Et alors, il n'a pas prononcé le mot, mais je n'avais que ce mot-là en tête en l'écoutant. C'est user-centric, centré autour de l'utilisateur et des besoins utilisateurs. Et ça, ça devient la raison d'être du développement. Parce qu'on va venir s'affranchir sur les besoins de connaître des frameworks, des langages, toute la complexité du code qui existait avant. Aujourd'hui, elle est balayée et on déplace un petit peu la valeur ajoutée du développement sur la compréhension des besoins, sur le brainstorming s'il y a besoin, sur l'implémentation de la fonctionnalité et d'architecturer ça pour faire en sorte que l'IA réponde parfaitement aux besoins. Et donc, le développeur ou la développeuse en tant que tel, peut-être que demain deviendra tel ou tel product builder ou voilà, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais des nouveaux métiers qui apparaissent où au final, on ne parlera plus de je code X fois plus vite, mais je fais beaucoup mieux les choses. Voilà. Ouais, je suis d'accord. La barrière d'entrée augmente. Ça s'élève. Et donc pour conclure sur cette partie-là, je connais un petit peu la réponse à l'avance, mais bon, il faut quand même se la poser. Est-ce que du coup vous observez aujourd'hui une plus grande difficulté des jeunes à trouver des stages, un premier emploi? Et la question qui vient potentiellement logiquement ou pas, c'est est-ce que vous baissez du coup les quotas d'entrée en fait dans vos écoles pour ajuster justement la sortie sur le marché? Alors, je vais te surprendre, mais je ne vais pas te répondre. D'une part, parce que c'est difficile de faire des stats sur 2 ans au niveau échantillon, je dirais. En plus, on a la chance à IMT Atlantique d'être considéré comme une grande école d'ingénieurs. Donc, en gros, je pense qu'on est moins impacté que des écoles privées de seconde division. Enfin, voilà, faut pas le prendre mal, évidemment, ce que je dis, mais on a peut-être plus de mal à placer nos étudiants une fois diplômés, c'est vrai. Je pense qu'on n'a pas assez travaillé sur les soft skills, mais on en parlera après. On les considérait trop comme des geeks. Je pense que ça, c'est fini. Mais on arrive à trouver des entreprises d'accueil pour nos alternants, nos apprentis. Donc il n'y a pas vraiment de... Okay. Voilà, très difficile. Chez France Travail, on commence à faire quelques études. Donc on peut voir, là aux US, il y a moins 13% d'emplois pour les jeunes. Hein. Donc ça, c'est admis. En France, on va avoir des emplois impactés. Il y a une projection à 2 à 5 ans qu'il y a 16% des emplois qui vont être impactés. Par rapport aux jeunes, il y a une baisse des emplois des jeunes en 2024, mais on ne peut pas l'attribuer à l'IA. Actuellement, c'est impossible de dire c'est à cause de l'IA. Il y a quand même un ralentissement économique. Il y a les baisses d'aide aussi à l'apprentissage qui ont joué. Donc pour le moment, il n'y a pas d'études viables sur le sujet. Alors là, je te rejoins complètement, Agathe. Donc étant organisme de formation, on est directement impacté ou pas par effectivement cette baisse.
Il faut, et c'est l'effet ciseau dont tu parles, c'est-à-dire qu'on a ce contexte géopolitique et économique qui fait que la lisibilité du marché, elle est un peu biaisée, ou en tout cas, elle risque d'être biaisée. Donc c'est très difficile de dire oui, c'est l'IA. Voilà. Nous, ce qu'on observe quand même, c'est que des métiers disparaissent. Des métiers, ou alors se gèlent. C'est-à-dire qu'on observe que les entreprises, déjà, ne vont pas toutes à la même vitesse face à l'adoption de l'IA. N'en déplaise à Alex qui disait que les codeurs codaient à 100% avec l'IA, eh bien, beaucoup d'entreprises encore sont stupéfaites. C'est-à-dire, elles sont face à des équipes où on a des seniors qui étaient depuis 15-20 ans, les sachants, sans qui on ne pouvait faire évoluer l'application interne ou l'application avec un code base pourri, legacy, etc. Et du coup, on a, cette personne-là, ce senior-là, comment on fait pour déjà lui faire prendre conscience que son métier va changer et qu'il n'est plus eh bien, la personne indispensable au bon fonctionnement de l'application. Alors même que cette personne est fondamentale dans la poursuite de l'application, puisque ses skills se déplacent, en tout cas son intérêt se déplace, mais plus dans la seule capacité à faire évoluer une application. Et pour le coup, on va dire... cette capacité à déployer l'IA, eh bien, on n'est pas tous égaux devant. Les entreprises ne sont pas tous égales devant. Et donc, forcément, quand on voit un risque, quand on voit une évolution comme ça, quand on est dans cette phase de stupéfaction, en règle générale, on gèle les embauches. Parce qu'on a peur et parce qu'on veut savoir, on veut être éclairé avant d'arbitrer. Ça va générer effectivement plusieurs choses, et ça on en a discuté et on en rediscute encore et tout le monde le sait aujourd'hui. En tout cas, nous en interne on le sait très bien. Le gel des embauches aujourd'hui qu'on peut observer sur certains métiers dans certaines entreprises va créer une pénurie à un moment donné, puisque quand bien même on entend tout et son contraire, la SaaSpocalypse, l'IA va remplacer tous les développeurs et les développeuses, etc. Quand bien même on entend ces messages, la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin, en tout cas l'humanité n'a jamais eu autant besoin de logiciels qu'aujourd'hui. Pour le coup, cette stupéfaction va probablement coûter cher à terme à justement cette réduction d'embauche, etc. D'autres entreprises ont compris complètement qu'en fait, eh bien, c'est dans la formation des juniors qu'on va faire les champions de demain et les seniors de demain. Et donc, effectivement, nous, on observe effectivement dans certains métiers, le test logiciel subit effectivement une sorte de stupéfaction parce que, effectivement, un Cloud Code peut nous gérer des pipelines sur GitHub, GitHub Action, etc. Et donc, effectivement, le test logiciel en lui-même, c'est un métier qui est absolument bouleversé. Le développement également. Et donc, voilà, il faut vraiment prendre conscience que cette stupéfaction, elle est réelle dans les entreprises et tout le monde ne va pas à la même vitesse. Je voulais juste rajouter un point tant qu'on est dans le chapitre formation. Comme tu l'as souligné, en fait, c'est la place des juniors, mais c'est aussi la place des seniors. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur ce tandem, ce binôme junior-senior. Donc le sachant, il est bousculé. Moi, je le vois bien. Voilà, en tant qu'enseignant, je suis le sachant et des fois, j'entends dire j'ai pas compris, t'es le prof, donc je vais regarder sur l'IA et il m'expliquera mieux que le prof. Donc c'est pareil pour le maître d'apprentissage en entreprise. Il faut revoir ce lien globalement, junior, senior, et c'est important. Et surtout que les juniors, ils ont la force quand même, ils sont nés dans le numérique. Et ils peuvent aller très vite pour comprendre. Et puis voilà, il faut redéfinir ce lien-là. Ouais, je suis d'accord. Il y a deux questions là. Il y a la formation en interne, parce que les gens qui sont déjà en entreprise, des gens qui ne sont plus juniors, mais qui sont soit seniors, soit intermédiaires, il faut que nous, on se charge de leur formation pour pas qu'ils soient aussi has-been quand les jeunes arrivent. Et donc tout ça, c'est en train d'être pensé, je pense, dans toutes les entreprises, se dire comment je vais rescaler mes employés, mes agents. Et après, c'est comment je dégage du temps de seniors pour faire le compagnonnage avec les juniors qui arrivent. Et ça, c'est un challenge et qu'il faut qu'on comprenne. Et
c'est pour ça qu'on doit s'organiser pour quand on accueille un junior, il y ait tout un compagnonnage, du pairing de mise en place encore plus fort que ce qui était déjà fait pour la montée en compétences de ces juniors. Super. On en reparlera de toute façon juste après là. Donc pour la partie formation, on va dire qu'on en a terminé, même si je pense qu'on pourra encore dire beaucoup de choses. Attaquons plutôt sur le recrutement maintenant. Et donc là, il y a un marché, il y a la Gen Z là, qui est en train d'arriver sur le marché. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les récentes actualités où il y a Eric Schmidt qui faisait un discours dans une école à l'Arizona. Et en fait, il faisait, comme beaucoup, un discours sur l'IA. Et en fait, il s'est fait littéralement huer vraiment par la Gen Z. Et il y avait une autre avocate aussi qui s'est fait huer, qui avait le même discours. Donc on observe quand même un certain rejet de l'IA par cette Gen Z. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que vous avez des conseils pour accompagner justement cette nouvelle génération, pour leur montrer que finalement, non, on ne vise pas à les remplacer ou à ne pas les laisser rentrer sur le marché? Alors, je sais que c'est moi qui ai mis cette question à l'ordre du jour, mais je ne sais pas y répondre en fait. Non, mais je pense qu'on n'est pas encore à l'ère d'un espèce de backslash IA. Bon, j'entends dire que le cerveau free, à cause de l'IA, il y a la problématique écologique aussi, on en parle peu, il n'en a pas parlé, le speaker d'avant, c'est dommage. Et puis la remise des diplômes, effectivement, qui montre qu'il y a des métiers qui disparaissent et qu'il y a du chômage qui peut être généré. Moi, je n'en ai pas trop discuté avec mes étudiants, je sais qu'ils sont dans la salle, mais je pense que pour l'instant, on est encore à un moment d'observation, dans un round d'observation, je pense. Alors la Gen Z est souvent citée comme je la trouve très stigmatisée, cette Gen Z. Et surstigmatisée. C'est-à-dire que on observe, nous, des comportements effectivement chez nos élèves. On en a 2000 par an, donc effectivement, on voit une évolution. C'est une évolution comportementale. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le propre de cette génération. Je crois que c'est plus le propre de notre civilisation et de notre société. On a aujourd'hui une société qui devient de plus en plus consumériste. Et l'impact est plus fort sur la Gen Z. Donc ça génère en fait quelque chose de très, très particulier, surtout du coup sur cette génération, parce que les soft skills qu'on a évoqués sont en train de devenir plus importants que les hard skills. Pour le coup, ça pose des questions fondamentales sur le recrutement, parce que sur quoi on va recruter, sur quels skills on va recruter. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait débugger un code sur Symfony ou que sais-je, est-ce qu'il va être plus fort que celui qui va ne pas forcément savoir, parce que lui, il code en Node et puis voilà, en JavaScript, etc. Donc, il ne va pas forcément savoir débugger, mais par contre, lui, il sait travailler en équipe, il n'aime pas travailler seul, il communique vachement bien, voilà. Et donc, ces soft skills-là deviennent, au regard de ce que nous, on observe, deviennent plus importants que les hard skills. Parce que face à l'IA, finalement, débugger du PHP, on s'en fout. Et donc, forcément, cette Gen Z subit les affres de ce qu'on connaît et est souvent stigmatisée, mais pour autant, elle traverse des enjeux fondamentaux et elle traverse cette rupture technologique, je trouve, plutôt bien. Et pour le coup, c'est juste une question de langage que peuvent avoir des seniors versus des juniors, parce qu'ils n'ont pas vécu dans le même monde et ils ne vivent pas dans le même monde, qui est un monde beaucoup plus dur aujourd'hui qu'avant. Et donc, forcément, ça crée des distorsions et des différences entre la Gen Z et puis les millennials, et les boomers, etc. Donc, c'est des vrais enjeux de recrutement, ça, et je pense que ça passe plus par déjà la formation sur les soft skills, qui deviennent fondamentaux. Et puis sur l'accompagnement en entreprise. Tu en parlais effectivement très bien sur les maîtres d'apprentissage et les tuteurs en entreprise ont un rôle finalement déjà de désacraliser cette Gen Z, c'est hyper important, et puis de savoir leur parler
pour mieux les comprendre et mieux les accompagner. Ok. Et Agathe, tout à l'heure, tu me disais, toi, tu observes, tu avais des craintes, toi, qui commencent à monter un petit peu aussi vis-à-vis des nouvelles générations, vis-à-vis des impacts de ce qu'on était en train de mettre en place aujourd'hui sur l'égalité femmes-hommes. Oui, voilà, moi j'ai quand même un thème qui me hante un peu, c'est la place des femmes dans tout ça. Et donc on avait quand même ces dernières années pas mal d'actions pour amener les femmes dans l'IT, amener les femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et les révolutions comme ça, toujours, c'est les femmes un peu qui en pâtissent. Et donc, je me dis, attention, on parle beaucoup du coup de la révolution de l'IA, ça a des craintes, etc. Et donc, ne pas oublier de garder aussi cette crainte que les femmes trouvent bien, les filles trouvent bien leur place dans cette révolution. C'est des détails, hein, mais tout à l'heure, dans la présentation d'Alex, il y avait une table avec 8 tomes de femmes. Les gens qui signaient le AI Driven Height, il n'y avait que des mains d'hommes. Enfin, des petites choses comme ça, moi je les vois et je me dis non, attention, il y avait quand même une prise de conscience qui était faite sur comment j'amène des femmes dans l'IT. Et il faut faire attention que cette nouvelle ère, qui est la nouvelle ère numérique, c'est avec l'IA, que les femmes ne soient pas en dehors de cette nouvelle ère. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont doivent s'emparer les écoles et aussi, bien sûr, les entreprises dans le reskilling de ces agents et dans l'accompagnement des juniors dans le recrutement. Et même dans ces soft skills, on voit bien que, d'ailleurs Arthur Mensch le disait, les développeurs passent d'artisans à managers, et les femmes, quelquefois, elles ont plus de mal d'affirmer leurs skills de management, et donc comment on amène ça dans les écoles et dans les recrutements. Alors ça, Agathe, c'est fondamental ce que tu dis, parce que ça fait partie intégrante du numérique responsable, tel qu'on le connaît, donc l'inclusion, et puis la mixité femmes-hommes, l'égalité femmes-hommes et l'éco-conception. Ça fait partie de ce triptyque et c'est fondamental. Et tu as raison, les écoles c'est vraiment l'enjeu des organismes de formation pour amener justement cette société vers ce numérique responsable. On observe avec l'IA des biais de genre qui sont fondamentaux, mais qui sont nés du dataset, hein, donc ça ne s'invente pas, etc. Donc on a par contre, nous, un devoir de piloter, et d'observer et de manipuler ces biais pour essayer de les faire disparaître au mieux. Mais effectivement, alors je prêche pour ma paroisse, mais on n'est pas les seuls. Mais l'ENI a fait de la mixité femmes-hommes, en tout cas de l'intégration des femmes dans la tech, un fer de lance. Et on voit avec l'avènement de l'IA que ça fait moins peur aux femmes de venir dans la tech, grâce justement à l'implémentation de l'IA. Parce que ce côté management d'agents fait beaucoup moins peur que de développer une feature en Node.js. Et ça, je trouve que c'est une très grande opportunité. Et on le voit d'ailleurs arriver aux États-Unis, où la place de la femme dans la tech prend un nouvel essor aujourd'hui grâce à l'IA depuis 2023-2024. Bonne nouvelle. Ouais. Alors c'est une bonne nouvelle, moi je ne l'ai pas encore observé, enfin, même si notre première formation par apprentissage, la première année, pardon, il n'y a jamais eu autant de femmes, donc je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais c'est vrai que la capacité à travailler en équipe, à s'exprimer, à s'impliquer, à être carré, souvent sont plus associées aux femmes qu'aux hommes, souvent, enfin bon voilà, je vais me faire aussi huer, mais... Et c'est vrai que ça peut être intéressant de voir cette montée en abstraction qui est facilitée aussi. Voilà. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à l'IA quand même et le passage en entreprise, il faut absolument que soit les stages, soit l'apprentissage restent un espace formant. Parce que alors je vois ça dans certaines entreprises qui accueillent nos apprentis, ils leur donnent tout de suite des outils d'IA, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Ça serait bien aussi que ça aille pas trop vite, parce qu'en fait, ils complètent leur formation en entreprise, et c'est vrai qu'ils ont besoin de coder quand même et de monter en compétences citatives, de faire leur gamme,
Voilà, on ne peut pas passer à un pianiste, il fait ses gammes, voilà, c'est comme ça. Enfin, ça va faire une très bonne transition justement avec la prochaine partie, où justement, moi, ça fait partie des trucs que je conseille actuellement dans les entreprises que j'accompagne. Je leur dis, il vous faut un permis de prompter, en fait. Pour demain, vous voulez déployer l'IA, très bien, mais assurez-vous que les gens ont compris d'abord comment prompter, comment l'utiliser, avant de justement cramer des tokens pour rien, quoi. Ce qui nous amène du coup à la partie compétences et usages, donc sur comment on accompagne en entreprise. Donc, il y a déjà eu des pistes tout à l'heure, des discussions, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, en termes d'accompagnement dans une entreprise pour qu'on continue et qu'on aide les juniors à être plus bankable, quoi? Je répondrai à cette question juste par un petit contexte. Et Alex l'a très bien dit tout à l'heure. On passe du développeur au développeur augmenté. Ce qui veut dire qu'on va augmenter aussi bien ses qualités que ses défauts. Et c'est très prégnant dans les débuts d'un développeur ou d'une développeuse dans la tech, quand elle commence à coder avec l'IA. Ces biais qu'elle avait avant ou qu'il avait avant sont amplifiés. Quand bien même on ait des cycles, des Ralph Loop aussi bien implémentés que ça, on va venir augmenter ces biais. Et pour le coup, la formation, elle devient indispensable dans la capacité justement à bien orchestrer et bien piloter la production. Donc, le développeur ou la développeuse augmentée, c'est vraiment le très bon terme. C'est-à-dire qu'il va falloir se focaliser sur les qualités plutôt que les défauts, parce qu'ils seront de toute façon augmentés. Alors l'accompagnement change tout. Ça veut dire que quand on développe une feature au sein d'une équipe et qu'on arrive en tant que stagiaire, eh bien, on va très rapidement pouvoir faire de la merde. Excusez-moi, passez-moi l'expression, mais c'est du coup devenu très rapide. Et c'est là que tout l'accompagnement prend son sens, parce que, et ça c'est une conviction personnelle, mais de faire se planter plusieurs fois une personne avec de l'IA pour faire des choses énormissimement dégueulasses, et ben ça c'est génial parce que c'est très formateur. Quand bien même on soit en pré-prod, bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, montrons les problématiques qu'amène l'IA aussi bien que ce que résout l'IA. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un axe d'accompagnement très fort. Et toi, Agathe, du coup, chez vous, comment vous gérez ça ? Je veux bien que tous ces tests soient faits au niveau de l'école et que quand ils arrivent... Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment mettre en place un compagnonnage senior, junior très fort dès le début. Donc, quand on prend, c'est ça où va falloir s'organiser, c'est de se dire, quand je prends un apprenti, nous, chez France Travail, on a vraiment la culture de l'apprentissage et on prend beaucoup d'apprentis quand même tous les ans, et souvent, c'est les embauches de demain. Quand on prend un apprenti, être sûr qu'on a du temps de senior. Parce que ça, c'est pas toujours le cas. Donc, et surtout en ce moment où tout s'accélère et on a des personnes très occupées. Donc là, c'est tout l'enjeu qu'on doit, nous, au côté entreprise, assurer pour les juniors. En revanche, il faut vraiment quand même se dire, ils doivent arriver avec un bagage, avec déjà s'être planté, avoir compris en fait comment fonctionne une IA, c'est quoi les pièges dans lesquels je ne dois pas tomber et quand est-ce que je dois demander de l'aide au seigneur, etc. Et avoir toujours ce sens critique, cette humilité aussi, à se dire je ne suis pas là pour pisser de l'IA, du coup, c'est plus... Et ça, on attend que ça soit des écoles, mais aussi des ESN avec qui on travaille beaucoup et avec qui on a des fois des juniors, d'avoir quand même toute cette phase d'apprentissage en amont pour que ça soit plus facile pour le senior et qu'il ne se dise pas non, j'ai plus de temps pour mon travail. Moi, je voulais juste soulever un petit warning. En fait, quand on écoute les sociologues ou les philosophes parler de l'IA, ça génère aussi une espèce de solitude. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, au lieu d'aller voir un psy, parce que de toute façon, il n'y en a pas de dispo, ils discutent avec l'IA.
Il ne faudrait pas tomber dans un biais où finalement les apprentis, au lieu d'avoir le sachant qui est jamais dispo, ils discutent avec l'IA et finalement le sachant il est content parce que comme ça il a plus de temps libre pour faire son taf habituel. Donc il y a un petit danger là, c'est-à-dire qu'en théorie il faut revoir la relation effectivement junior-senior, mais est-ce que chacun ne va pas rester dans son couloir de nage et finalement jusqu'au jour où ça pète, quoi. Après, ce qui est peut-être envisageable du coup par rapport à ce que vous dites, que j'entends, c'est, même si on ne l'a pas évoqué là, mais c'était évoqué dans la conf d'Alex, il y a un gain de temps généré par l'IA, et donc du coup ce gain de temps, on pourrait le mettre à profit pour faire en sorte de se faire ce compagnonnage dont tu parlais. En fait, oui, je crois qu'il y a 55% de productivité en plus pour un développeur, à peu près estimé. Mais je pense que le travers dans lequel on peut tomber, c'est de se dire, voilà, il est autonome, il a l'IA qui l'aide. Et non, il faut vraiment se dire, il y a besoin de plus de temps de senior. Et donc, il faut s'organiser là-dessus, il faut que le senior en soit bien conscient et n'arrive pas trop tard une fois que c'est en prod. J'entends. En effet, c'est ce qu'on dit. Ce sera vraiment nécessaire donc de garantir cette disponibilité des seniors pour garantir le non-gap qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 5 minutes là. Donc, on va partir directement dans la dernière partie. On va essayer d'être un peu plus concis sur la première question, histoire de se laisser quand même la deuxième question. Donc, il y a des nouveaux rôles qui sont en train d'émerger. Est-ce que vous les voyez déjà arriver sur le marché? Moi, j'entends parler ici de temps en temps de PM Engineer, de AI Engineer. Est-ce que du coup, vous, ce que vous voyez, ce que vous observez, vous êtes en train de découvrir ces nouveaux rôles aussi? Oui. Alors, un tout petit peu plus long du coup. Mais oui, effectivement, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Alors, je ne vais pas vous les citer parce que c'est pas très intéressant, mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est la capacité du développement d'une feature ou d'une application, voilà, ou comment l'IT va répondre en fait aux problématiques. Et donc, c'est un peu comme l'arrivée du train à l'automobile, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent. On ne réparait pas une Micheline avant l'ère de la locomotive. Bon, là c'est pareil. Donc, le métier de la data science, le métier du data engineering, émerge de manière exponentielle. Quand bien même il était déjà là depuis très longtemps pour l'industrie, là aujourd'hui il est pour l'industrie du software. Donc voilà, ce sont des métiers où l'architecture devient importante, la sécurité devient fondamentale, et puis tout ce qui est, on va dire, le PM engineering, comme tu l'as dit. Ok, je me permets juste de prendre la parole pour gérer le timing. Et donc du coup, j'aimerais que tous les trois vous me donniez, vous donniez du coup un conseil aux juniors qui sont dans la salle ou qui regarderont, je ne sais pas si c'est filmé, si il y a une vidéo, qui vont nous regarder. Quel conseil vous pourriez leur donner? Et on conclura là-dessus. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, un ingénieur junior en informatique qui est bankable, il faut qu'il maîtrise au niveau compétences plus de choses que moi je maîtrisais quand je suis sorti. C'est tous les fondamentaux de l'algorithmique, les architectures, le DevOps, tout ce qui est soft skills, toutes les techno IA, et en plus savoir valoriser ses expériences sur des projets concrets, les mettre sur Git, participer à du réseautage comme aujourd'hui, faire des hackathons, des concours. Et voilà, donc il faut faire tout ça. Donc finalement, on dit que les soft skills ont pris de l'importance, c'est vrai, mais les hard skills sont aussi un peu plus durs qu'autrefois. Bon. Donc il faut veiller au grain sur les deux, c'est pas si facile. Donc voilà mes conseils, enfin c'est pas des conseils, c'est plutôt des constats. Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, faut être les utilisateurs d'aujourd'hui de l'IA. C'est vraiment comme la suite Office d'hier. Demain, on dira est-ce que tu sais utiliser l'IA dans ton travail. Donc ça, faut être les utilisateurs d'aujourd'hui, mais dans la perspective de devenir l'ingénieur de demain. Donc vraiment toujours garder ça en tête et pas dire il fait à ma place sans que je comprenne. Donc, tout ce qu'a dit Alex tout à l'heure dans sa keynote est vraiment hyper important, je trouve.
et de garder l'aspect frugalité, parce que le nombre de tokens, c'est pas illimité. Et donc, toujours se poser la question, pourquoi je l'utilise, qu'est-ce que ça apporte en ROI, est-ce que ce que je développe amène de la valeur, etc. Et je pense que la Gen Z a cette mentalité-là et il faut vraiment qu'ils la cultivent, parce que autrement, on va à notre propre perte. Donc, ça serait dommage. Je vais essayer de faire très rapide. Tu as 1 minute 8. Ok. Moi, le conseil que je donnerais à un junior aujourd'hui, c'est d'abord d'utiliser l'IA de manière éclairée, savoir pourquoi, savoir comment et savoir ne pas lui faire confiance. Première chose. Deuxième chose, de développer ses soft skills. Alors, c'est un bien grand mot. Sortir de chez soi, donc tu l'as dit, la veille. Apprendre à communiquer. Apprendre à communiquer, ça ne veut pas dire forcément apprendre à parler. Ça veut dire comprendre l'autre et à accepter l'autre dans sa différence. Parce que ça va lui donner la possibilité de comprendre un PO, de comprendre une direction, de comprendre un user, de comprendre l'écosystème autour d'une solution numérique. Et pour le coup, avec ces 2 skills-là, eh bien, ça va lui permettre de comprendre le monde qui nous entoure, parce que la grille de lecture va être fondamentale par rapport à des informations complètement contradictoires, et on le voit avec les réseaux sociaux qui deviennent massivement fake, avec des images générées par IA. Et donc, et ça c'est une conviction encore personnelle, je suis désolé, c'est que l'humain, va y avoir une réaction de l'homme face à tout ça, qui va se rétracter autour de la chaleur humaine, c'est-à-dire le théâtre vivant, les concerts, etc. Tout ça, ça va devenir notre source de vérité, et on va se retrouver très bien là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'espère, mais je le vois quand même arriver. Et donc, communication, savoir communiquer, savoir écouter et savoir s'intégrer. C'est parfait. Merci beaucoup tous les 3. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc comme je disais, on n'a pas le temps pour les questions là, parce qu'on est pile poil au niveau du timing. Cependant, on se tient à votre disposition si vous avez envie d'évoquer des aspects supplémentaires. Merci tout le monde.